Donc vous me demandiez pourquoi la couleur des bottle crops était bleue. La raison, c'est parce que dans les nutriments qu'on met dans l'eau, il y a un pigment bleu. Et ce pigment bleu sert à savoir qu'il n'y a pas seulement de l'eau dans cette bouteille, mais aussi de la nourriture pour les plantes. C'est, je pense, pour éviter qu'il y ait des accidents avec des gens, des enfants notamment, qui boiraient l'eau de la bouteille. On a moins envie de boire une eau bleue qu'une eau transparente. Alors, les bottle crops ont été inventés par Nicodo Murat et Daniel Brom, que vous voyez sur la photo. Ces deux scientifiques travaillent à Dresde, en Allemagne. L'autre question était qui se sert des bottle crops à part vous et nous. Il y a beaucoup de personnes, puisque les bottle crops sont en ce moment commercialisés. On peut les acheter en ligne et faire pousser nous-mêmes notre salade. Ce n'était pas dessiné pour une expérience au début, mais nous en avons fait une expérience. Donc vous me demandiez pourquoi les plantes poussent plus vite avec de la lumière artificielle, électrique, que de la lumière naturelle. Alors c'est principalement une question de quantité de lumière. Ça c'est un appareil qui me permet de mesurer la quantité de lumière qu'il y a pour les plantes. Et je vais vous montrer que les lumières que j'ai, les lumières électriques, produisent plus de lumière que la lumière naturelle qui rentre dans notre dôme, parce que notre dôme est fermé et qu'on n'a qu'une seule fenêtre. C'est principalement ça le problème. Petite démonstration. Donc là, je me dirige vers la lumière rouge et bleue et je mets le petit capteur sous la lampe. Alors voyons voir combien elles reçoivent ici, les bottle crops. Si je mets mon appareil près de la lumière, je vois qu'elles reçoivent environ 200 unités de quantité de lumière. Donc maintenant, je me trouve là où les bottle crops poussent sous de la lumière naturelle. Donc en fait, on a un endroit dans le dôme qui est un peu plus clair que les autres. Et c'est là où j'ai mis des bottle crops. Vous pouvez voir qu'elles sont moins fournies que les autres. Donc je vais maintenant mettre mon petit dispositif, mon petit capteur ici au milieu. Voilà, donc là je lis quoi? Je lis 40 sur mon appareil. Donc la conclusion, c'est que les plantes qui poussent sous la lumière électrique reçoivent 5 fois plus de lumière que les plantes qui poussent sous la lumière naturelle dans notre entrée. Donc le dernier test maintenant, c'est près de notre fenêtre. Je vais mettre l'appareil pour détecter combien de lumière on a sur le bureau, puisque c'est là qu'on a des bottle crops qui poussent. Alors combien de lumière reçoivent-elles? Eh bien, quand je regarde sur mon appareil, je vois qu'elles reçoivent 7. Donc c'est vraiment pas beaucoup et pourtant on est vraiment à côté de notre fenêtre. Celle-là a été commencée le 27 avril et ces deux-là ont été commencées le 29 avril. Sachant que ces deux-là poussent sous de la lumière électrique, sous des diodes électroluminescentes. Celle-là pousse sous de la lumière naturelle dans un endroit lumineux de l'habitat. Comme je vous l'ai montré plus tôt, celle-là reçoit moins de lumière que ces deux-là. Et on peut vraiment le voir, celle-là est beaucoup plus robuste et beaucoup plus saine que cette salade. Ces deux-là ont été commencés le 5 mai. Celle-là pousse sous des diodes électroluminescentes, de la lumière électrique. Celle-là pousse sous de la lumière naturelle. Et encore une fois, on voit que celle-là est plus fournie, plus robuste que celle-là. Et ces deux-là ont été commencés avec vous, avec votre école, le 13 mai. Celle-là, elle pousse sous des diodes électroluminescentes et celle-là pousse sous de la lumière naturelle. Et encore une fois, on voit que celle qui pousse sous de la lumière électrique est plus fournie que celle-ci. Le sol martien est fait de fines particules, mais il n'y a pas de particules organiques dedans, contrairement au sol ici sur Terre. Donc on utilise le terme régolithe pour qualifier le sol martien, car il est fait de roches et de poussière.
La plupart du sable martien a des grosses pierres mélangées dedans, car il n'y a pas eu autant d'érosion sur Mars qu'il y en a eu sur Terre. On sait qu'il contient beaucoup de fer, de magnésium, de sodium et des chlorides. Ces chlorides pourraient être un problème pour les astronautes, car ce sont des particules dangereuses. Cela pourrait aussi être un problème pour faire pousser des plantes dans le sol martien. Le sol que l'on a ici à Hawaï est très similaire à celui que l'on trouve sur Mars, à part un composant sodium manquant. Si vous pouvez trouver du sol volcanique pour faire pousser vos plantes, ça pourrait se rapprocher des conditions sur Mars. Et ici, pour vous montrer, voici un échantillon du sol de notre volcan à Hawaï, avec différents types de roches qui simulent ce qu'on pourrait trouver sur Mars. Oui, les astronautes iront sur Mars dans une fusée. Ils s'envoleront d'abord dans une capsule, comme la capsule Orion que vous voyez sur cette photo. Et ensuite, cette capsule viendra s'accrocher sur un véhicule plus gros qui sera en orbite autour de la Terre. Et ici, vous voyez différents concepts de véhicules spatiaux pour aller sur Mars. Ce ne sont que des concepts pour l'instant, car la mission qui emmènera des astronautes sur Mars n'est pas encore définie. Vous imaginez bien que si vous voyagez pendant 8 mois, vous ne voudrez pas rester dans une petite capsule. Donc il y aura plusieurs modules. Le module pour vivre, le module de serre, probablement un laboratoire. Donc des gros véhicules spatiaux. La deuxième question concernait le stockage de la nourriture pendant 8 mois. Une solution, c'est d'emmener des graines et de les faire pousser dans le vaisseau. Ainsi, avec différentes espèces de plantes, on aura différents contenus nutritionnels et on pourra ainsi nourrir les astronautes pendant 8 mois. L'autre solution, c'est de n'amener que de la nourriture lyophilisée en sachet, comme ils le font sur la Station spatiale internationale en ce moment. Mais dans ce cas-là, on aura besoin de beaucoup plus de place pour amener toute la nourriture. Donc il s'agira probablement d'une solution intermédiaire avec certains aliments qui seront lyophilisés en sachet et le reste, ce sera des plantes. Pour le carburant, c'est pareil. Il faudra tout emmener pour les 8 mois de voyage, donc il faudra avoir de très gros réservoirs. C'est pour cette raison que tous les concepts que vous voyez sont très gros. La dernière question, c'était de comment on fait tenir l'habitat dans la fusée. Il y a des concepts de base martienne qui expliquent bien cela, et ici je vous en montre un qui a été développé par un architecte de l'espace. Ici vous voyez l'atterrisseur qui a des parties qui se déploient et qui permettent à d'autres parties sur les côtés de se gonfler. Et les parties gonflables vont constituer l'espace à vivre des astronautes. Donc, pour répondre à la question comment fait-on tenir l'habitat dans la fusée, eh bien, on le plie et ensuite on le déploie sur la surface martienne. L'autre question que vous nous avez posée était combien de personnes iront sur Mars ? Je pense que le premier équipage sera composé de 4 à 6 personnes pour des raisons de sécurité. Oui, s'il n'y a que 4 personnes et que quelque chose touche l'une d'elles, il n'y aura plus que 3 personnes dans l'équipage. Alors que si l'on commence à 6, il reste tout de même 5 personnes pour finir la mission. Quel est le but d'une future mission sur Mars, Annie et Tiffany ? Je pense que l'un des buts principaux est de découvrir s'il y a eu de la vie sur Mars ou s'il y a une possibilité de vie sur Mars. Pour l'instant, nous avons des étapes avant d'aller sur Mars. La première, c'est la Station spatiale internationale, puis aller sur un astéroïde et développer nos technologies pour aller plus loin dans l'espace, sur Mars par exemple. Donc pour l'instant, il y a des robots qui analysent la surface de Mars et ensuite on pourra envoyer des humains et ce sera une grande réussite en termes d'exploration spatiale. Ensuite, on pourra faire progresser la science aussi.
we can advance science to go even farther than Mars. So there's a lot to look forward to. Donc, pour conclure, faire progresser les sciences, l'exploration spatiale et la recherche de la vie sur Mars sont les buts principaux d'une mission sur Mars. Une autre question que vous nous avez posée est comment les astronautes vont-ils recouvrir la base avec du sol martien? Il y a eu beaucoup de théories et de technologies qui ont été développées. Une solution consisterait à utiliser un cratère existant et de placer la base au milieu de ce cratère, puis de la recouvrir avec le sol autour. Il y a aussi une théorie consistant à utiliser les stocks d'eau et de nourriture en guise d'isolation thermique et de protection contre les radiations. Tout ça, ce sont juste quelques idées. Il y a beaucoup d'autres solutions qui, en ce moment même, sont étudiées. Ok, maintenant nous avons une série de questions qui nous vient du collège Caessa à Brême. Est-ce que les tempêtes solaires sont un problème pour vivre sur Mars? Tiffany. Fantastique, c'est encore moi. Les tempêtes solaires et les vents solaires sont de gros problèmes pour la surface de Mars. L'atmosphère est beaucoup plus fine que sur la Terre et il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. La Terre a un champ magnétique qui la protège des radiations ionisantes et des particules dangereuses pour la santé. La seule chose que Mars est pour elle, c'est qu'elle est plus loin du Soleil, donc les radiations sont un peu moins fortes, mais sans protection du champ magnétique et sans l'atmosphère, les niveaux de radiation que les astronautes pourraient recevoir seraient vraiment dangereux s'ils ne sont pas correctement protégés. Merci. Ross, une question pour toi. Penses-tu qu'il y a d'autres organismes vivants dans l'univers et si oui, sont-ils intelligents? La recherche jusqu'à présent a montré qu'il y a beaucoup d'autres planètes et de systèmes planétaires autour d'étoiles proches. Et je pense que ce serait dommage s'il n'y avait pas de vie intelligente ailleurs dans l'univers. Il y a tellement de planètes et d'étoiles en dehors de notre système solaire que même si la probabilité que la vie existe est inférieure à 1%, ça veut dire qu'il y a tout de même des milliards de planètes habitables et peut-être que sur l'une d'elles, une vie intelligente s'est développée ou est en train de se développer. Donc je pense que ce n'est qu'une question de temps pour nous de découvrir des preuves de la vie dans notre système solaire et peut-être même de vie intelligente. Merci. Seth de la classe de Miss Zorgen dans l'Indiana nous demande s'il est possible de faire des fusées solaires. Casey, quelles sont tes idées à ce sujet? Une des idées qui est étudiée pour un véhicule en orbite ou interplanétaire, c'est que l'énergie solaire vienne exciter les particules d'un certain composant chimique. Cela va augmenter la pression de ces particules et propulser le véhicule lorsque ces particules seront éjectées. Cela marche très bien dans l'espace et certains véhicules russes l'utilisent, mais ça ne marche pas très bien depuis la surface de la Terre jusqu'à l'orbite terrestre. Ça, c'est l'intérieur de notre combinaison spatiale. C'est le système de refroidissement. On y met de l'eau et de la glace. Et là, il y a toute l'électronique avec le tableau de contrôle. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de bouteille d'oxygène dans ces combinaisons. Salut tout le monde! On est en ce moment dans le SAS. On simule une dépressurisation pour pouvoir adapter la pression du SAS à la pression extérieure qui est très faible. La simulation de décompression dure 5 minutes. Voilà, je suis dehors et une de vos questions était: que faites-vous quand vous sortez dehors sur le volcan? Ici, Annie mesure les quantités de différents gaz présents dans l'air autour des panneaux solaires.
Là, elle mesure les gaz près du générateur. Maintenant, Casey prend un échantillon de roche. Il l'examine et comme c'est un bon échantillon, il le met dans son sac. Là, Annie et Casey mettent une échelle près de nos réservoirs d'eau pour aller mesurer le niveau d'eau. Comme ça, on sait quand demander à nos robots de venir remplir nos réservoirs. Une des questions que vous aviez, c'est de quelle matière sont composées nos combinaisons spatiales. Celle que j'ai ici est une combinaison qui a été faite spécialement pour être testée en environnement analogue. Et c'est une combinaison qui est faite en matière spéciale et de la plomberie un peu standard. Alors que mes collègues ici, Annie et Casey, ont des combinaisons qui sont dérivées de combinaisons spéciales pour matériaux qui présentent un danger. Une des questions c'était est-ce que c'est bien d'être dans une combinaison spatiale? Alors oui, c'est bien parce que ça nous permet d'aller dehors. Par contre, c'est vrai qu'elles sont un peu lourdes et on a un peu du mal à bouger, mais on peut faire des mouvements de base. Voilà. Allons demander à mes coéquipiers ce qu'ils en pensent. Annie, c'est comment d'être dans une combinaison spatiale? Il faut s'adapter à la place qu'on prend quand on est dans la combinaison. Je suis d'une stature assez petite et quand je suis dans la combinaison, je prends beaucoup plus de place. Donc c'est un peu bizarre au début. Casey, comment tu te sens dans ta combinaison? C'est un peu dur pour les tâches minutieuses avec ses gants, mais une bonne protection contre les roches volcaniques. Et nous voilà de retour dans le SAS pour 100 minutes. C'est la repressurisation. Là, je suis devant les panneaux solaires qui collectent l'énergie solaire et la stockent dans des batteries. Ces batteries peuvent stocker jusqu'à 10 kWh. Donc, elles peuvent fournir 10 kW pendant 1 heure. Nous n'avons pas de demande d'énergie aussi importante, donc les batteries se rechargent durant la journée et elles durent toute la nuit. Et le lendemain, c'est le même cycle qui recommence. Les questions qui suivent concernent l'étude psychologique et ont été posées par la classe de l'Indiana et par vous-même. La première question était « Combien y a-t-il de questions par questionnaire ?» Alors, nous avons 5 questionnaires à remplir par jour. 2 sont très courts, environ 5 questions. Ensuite, on en a 2 plus longs à faire en fin de journée et ceux-ci sont ont environ 20 à 30 questions chacun. Ensuite, on a un dernier questionnaire qui ressemble à un journal intime avec environ 7 questions en plus. Ça nous fait donc environ une centaine de questions par jour. Ces questionnaires sont ensuite envoyés à l'équipe de psychologues qui nous étudie. Ils étudient les interactions et la performance de notre équipe. La question suivante était « Qu'est-ce que c'est que ce gros collier blanc autour de votre cou qui clignote ?» Alors, ces boîtes blanches mesurent nos niveaux d'interaction. Donc, quand on parle ensemble, face à face, comme ça, ça clignote en vert. Ça veut dire que le capteur a remarqué qu'on communiquait. Ça mesure aussi les niveaux sonores et de lumière que l'on reçoit pendant la journée.
Enfin, Annie voulait vous parler de notre brassard. Ce badge sur notre bras mesure notre température corporelle, nos cycles de sommeil, combien de pas l'on fait par jour, ainsi que notre niveau d'activité dans la journée. Harsh or not harsh we're being on our bodies. Le Communisches Gymnasium de Brême nous a posé une série de questions, et la première c'est « Qu'est-ce qui vous manque le plus ?» Ross, Tiffany et Casey, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ? Ce qui me manque le plus, c'est les bruits du monde extérieur, parce qu'ici, en isolation, sur le volcan Mauna Loa, il n'y a aucune activité humaine ou animale, ni vie végétale. Donc, des choses comme le bruit des voitures ou les oiseaux qui chantent sont complètement absentes, comme ça le serait sur Mars. La seule chose que l'on peut entendre sont les tempêtes de vent occasionnelles, ou plutôt les orages et tempêtes de pluie puisqu'on est à Hawaï. Et bien sûr les bruits que nous générons nous-mêmes. Donc j'ai vraiment hâte de revenir sur Terre pour pouvoir entendre les sons de la nature. Pour moi, ce qui me manque le plus, c'est la spontanéité. Ne pas savoir qui tu vas avoir dans la journée, ou avoir des gens qui viennent à la maison, avoir des journées différentes tous les jours. C'est principalement ça qui me manque. Une des choses qu'on sait autour de nous, mais que l'on ne peut pas sentir nous-mêmes, c'est l'air frais. Quand on est dehors, dans nos combinaisons, on peut entendre le vent et voir ses effets. Dans le dôme, on l'entend, mais on ne peut pas le sentir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de sentir quand on sort. Quel est l'aspect le plus intéressant de ce que vous faites ? Je pense que l'aspect le plus intéressant de vivre dans cet habitat, c'est les solutions que nous trouvons aux problèmes qui surgissent. Quand on a une panne de courant, on doit trouver une solution immédiatement, et cela signifie que l'on génère des protocoles et des procédures qui seront utilisés par les futures équipes qui viendront dans le dôme, mais aussi peut-être par les futures équipes qui iront sur Mars. Et donc je pense qu'un des aspects les plus intéressants, c'est de pouvoir aider l'exploration spatiale. Merci. Casey, qu'est-ce que tu aimes le moins ici ? Être loin de ma famille et de mes amis, mais c'est inévitable. Merci. So the next question was asked by Michaela from Miss Organ's class in Indiana, and it was. La question suivante nous vient de la classe dans l'Indiana. Étiez-vous inquiet au début ? Annie, what do you think? No. I wasn't really nervous. I think I was nervous about. Non, j'avais peur d'oublier quelque chose chez moi en faisant ma valise, mais je n'étais pas inquiète à propos de la mission. I probably overpacked a little bit more than I should have, but I wasn't really that nervous. I wasn't nervous either. Moi non plus, je n'étais pas inquiète. J'étais impatiente d'être ici, mais pas inquiète d'être enfermée. Juste comme Annie l'a dit, peut-être peur d'oublier quelque chose dans ma valise. Et un peu stressée aussi par toute la préparation de la mission elle-même avant le départ, mais c'est tout. But nervous about the mission, no. La classe de l'Indiana nous a aussi demandé si l'on se sentait comme chez nous ici. Tiffany, Casey et moi avons quelque chose à dire. Something to say about this. Principalement à cause de mon parcours, mon chez-moi et généralement où je vais. J'ai déménagé toute ma vie, donc pour moi, le dôme, c'est ma maison. Very much like home. Je suis d'accord. Je suis dans l'armée de l'air et donc souvent envoyée dans des bases loin de chez moi et je m'adapte à l'environnement alentour. Donc ici, c'est ma maison. I agree with both of them. Je suis aussi d'accord avec eux. Moi aussi, j'ai beaucoup déménagé, donc pour moi, le dôme, c'est ma maison. On est comme une petite famille
et c'est vraiment sympa. On nous demandait aussi ce que nous avons appris sur Mars jusqu'à présent. Annie et Tiffany ont quelque chose à dire. I learned J'ai appris que j'ai beaucoup à apprendre sur Mars. Moi, j'ai pu vraiment remarquer que les choses ne sont jamais aussi simples que ce que l'on pense. Une tâche qui nous prend d'habitude quelques minutes va me prendre ici 30 minutes parce qu'il n'y a pas les mêmes soutiens que l'on pourrait trouver à l'extérieur. Même aller dehors demande de mettre une combinaison, ce qui prend 30 à 40 minutes de préparation à l'avance. Et en plus, il faut demander la permission. Et juste marcher dehors en combinaison prend plus de temps. On a une grosse combinaison sur les épaules. Les choses ne sont juste pas aussi simples qu'elles le paraissent. Merci. La classe de l'Indiana nous a aussi demandé si l'on serait mentalement et physiquement prêt si l'on était vraiment sur Mars. Cette mission m'a fait réaliser que non, je ne serais pas prêt. Il y aurait beaucoup plus d'entraînement, plus de compréhension de nombreux aspects de la mission qui ne sont pas là pour l'instant. Oui, je ne peux qu'être d'accord. En tant qu'équipe, on travaille très bien ensemble. Mais si on devait être envoyé sur Mars, plus d'entraînement serait nécessaire, plus de spécialisation dans des domaines spécifiques pour être sûr qu'on puisse avoir une mission sûre et bénéfique d'un point de vue scientifique. Je suis d'accord avec Casey et Tiffany. Personnellement, je ne suis pas prête pour une mission sur Mars. Mentalement, je pense que je le serai pour être enfermé pendant plusieurs mois ou années, mais on a besoin de beaucoup plus d'entraînement que ce qu'on a eu pour cette mission, en ce qui concerne les connaissances des systèmes et également sur le plan physique. Oui, on est bien équipé pour vivre dans une base sur Terre avec un accès facile à notre équipe technique, avec des procédures d'évacuation en cas d'urgence médicale, mais sur Mars, cela n'existerait pas. Donc, même le plus petit problème que l'on rencontre ici deviendrait un très gros problème sur Mars. Donc, je pense qu'on aurait besoin d'années de préparation avant qu'une équipe comme la nôtre puisse vivre sur Mars. Est-ce que je serai prête pour une mission sur Mars? Non. Et ça inclut tout ce que tout le monde vient de dire. La classe dans l'Indiana se demandait s'il y avait eu des disputes au sein de l'équipe. Vous savez, on est comme une petite famille et comme vous le remarquez tous les jours dans vos propres familles, il y a toujours des désaccords de temps à autre. On n'est pas toujours d'accord avec ce que l'autre personne a décidé ou avec ce que les autres font. Et comme chaque groupe, nous avons des choses sur lesquelles travailler. Mais on le fait de manière très efficace. On n'a pas eu de grosses disputes, si c'est ce que vous voulez savoir. Oui, on est dans un espace si réduit qu'on résout les choses assez vite. Sinon, ça pourrait vraiment nuire à la mission. La classe de l'Indiana nous a aussi demandé quelle était notre chose favorite sur Mars. Ma chose favorite dans cette simulation de Mars, c'est la vue de notre fenêtre. Si j'étais vraiment sur Mars, je pense que ce serait toute l'exploration et la science à laquelle nous participerions. Être dans cet environnement me fait comprendre ce que ça demanderait vraiment de vivre sur Mars, ce que je ne réalisais pas avant cette mission. Apprendre à vivre et à gérer ces événements est quelque chose qui me plaît beaucoup. La question suivante nous vient encore de l'Indiana. Y a-t-il autre chose que vous auriez fait pour vous préparer à cette mission? Il y a quelques petites choses sur lesquelles j'aurais aimé lire plus ou comprendre mieux. Certaines choses que l'on prend pour acquises en temps normal doivent vraiment être surveillées ici, comme l'énergie qu'on génère avec nos panneaux solaires par exemple, ou encore l'électronique des systèmes de la base.
Ce n'est pas quelque chose que l'on prend en compte sur Terre, mais ici, on doit y penser tous les jours. Back on Earth, so to speak. But here, it's something we have to think about every day. Ma réponse est un peu semblable à celle-là. J'aurais aimé simuler la vie sur Mars un peu plus tôt, avant de venir ici, pour que tous les changements n'aient pas été un si gros choc quand on est arrivé. Notamment tout ce qui concerne la communication avec l'extérieur. People, that type of stuff. Thank you. Next question was asked by La question suivante était « Quelle est votre chose favorite à explorer ?» Personnellement, ma chose favorite pour l'exploration, ici en simulation, c'est d'aller dehors en combinaison spatiale et aller marcher sur les champs de lave et trouver et découvrir des formations d'éruptions passées. Dans ma vie sur Terre, j'aime explorer de nouveaux pays et de nouveaux paysages. Et toi, Ross ? So I'm also Moi, j'aime aussi explorer autour de la base sur le volcan, mais ce que j'aime aussi découvrir, c'est comment tous les systèmes de la base fonctionnent. On a beaucoup de systèmes automatisés et de capteurs, et pouvoir interagir avec ça, c'est une expérience totalement nouvelle pour moi. Donc ce n'est pas juste explorer la réalité physique, mais aussi la réalité digitale, et comment tout marche ensemble, des radios aux lampes dans nos chambres. also digital reality and how everything interacts from our radios to the lights in our bedrooms. Et toi, Casey ? Je suis un peu comme Lucie là-dessus. Quand je ne suis pas un astronaute analogue comme dans cette mission, ce que j'aime, c'est aller en randonnée ou faire de l'escalade. J'aime beaucoup voir les formations volcaniques sur cette montagne, ici, et comment elles sont très semblables à la déformation sur Mars. and how they are very much in parallel with some of the features on Mars has been of great interest to me. La question suivante, toujours de l'Indiana, portait sur le matériau qui constitue notre sol. Donc je vais tourner la caméra et vous montrer. Bonne question. So this is how our floor looks like. So this is carpet. Voici à quoi ressemble notre sol. C'est de la moquette. Dans la cuisine, on a du bois peint. Dans la pièce à vivre, la moquette est collée sur du bois. La question suivante, comment le dôme tient-il sur le volcan ? Et Ross a une réponse à ça. Sure. So the dome. Le dôme, comme beaucoup de structures sur Terre, est construit sur une base en béton. Donc il n'y a pas beaucoup qui le retiennent au sol, à part la gravité elle-même. Le dôme lui-même a des cordes qui sont fixées sur le sol, comme une tente. Mais comme c'est une structure très volumineuse et si légère, quand le vent se lève, toute la structure bouge. Donc il y a des nuits où j'ai peur pour notre sécurité à l'intérieur, car on dirait que le vent va nous emporter au loin. Mais ce n'est pas le cas, car le dôme a été construit de manière très solide. It was built very solidly. Yeah, if you've slept under a tent. Oui, si vous avez déjà dormi sous une tente une nuit où il y a du vent, c'est exactement la même sensation. Yes. Une autre question était de savoir s'il y avait une possibilité que le volcan entre en éruption. La dernière éruption était il y a 30 ans. Et Mauna Loa est considéré comme le volcan le plus dangereux en Occident, car il est encore actif. Les chambres magmatiques continuent de se remplir. Même si c'est peu probable qu'il entre en éruption, maintenant, c'est une des possibilités qui existent. Une question dans le même registre, y a-t-il eu des fumées émanant du volcan ? Pas de ce volcan, mais du volcan Kilauea, qui n'est pas très loin. Ce volcan émet des gaz plus ou moins toxiques, mais comme nous sommes haut en altitude, ils ne nous atteignent pas. Transported to where we're at. Enfin, la dernière question était, avez-vous fait des tests sur les roches ? It's a good question. I looked this up to understand this a little bit better. One of the reasons we haven't been doing it, but is that the rocks here. Une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait, c'est que toutes les roches ici sont denses et riches en silice. Si l'on avait des roches sédimentaires, comme une roche venant d'un ancien océan par exemple, on pourrait utiliser de l'acide chlorhydrique ou même du vinaigre pour tester l'effervescence de la roche et tester le carbone. Mais les roches ici ne contiennent pas les mêmes quantités de carbone, c'est pourquoi nous n'avons pas fait cette expérience. But the rocks here don't contain that same carbon material, so that's why we haven't done that experiment.
Thank you. Tous les papiers ici sur ce mur sont des lettres que j'ai ouvertes toutes les semaines. C'est un ami qui les a faites pour moi. Et là, les cartes postales de l'agrave sur ce mur m'ont été données par ma famille et mes amis. Et ça, c'en est une spéciale de ma sœur. Et ici, c'est toutes les lettres qu'il me reste à ouvrir jusqu'à la fin de la mission, dans les 2 mois à venir. Donc vous pouvez le voir, j'en ai encore pas mal à ouvrir. Donc oui, on a des choses qui nous viennent de notre famille et de nos amis. Voilà, donc ça c'est notre liste pour les tâches ménagères. Donc qui fait à manger, qui fait la vaisselle, qui va nettoyer la salle de bain ou passer l'aspirateur. Enfin, on nous a posé des questions sur notre parcours. La classe dans l'Indiana voulait savoir si certains d'entre nous avaient déjà travaillé à la NASA. Je pense qu'Annie et Tiffany peuvent répondre à cette question. Je travaille en ce moment même à la NASA, au Kennedy Space Center en Floride. Et moi, j'ai fait un stage au Johnson Space Center de la NASA, au Texas. On nous a aussi demandé comment nous avions découvert cette mission. Un de mes collègues me l'a recommandé et j'ai fait des recherches. Je n'étais pas sûre, mais un ami m'a conseillé de postuler. Je travaille en ce moment sur des combinaisons spatiales et des habitats analogues. Donc en faisant des recherches, nous avons découvert HI-SEAS et quand j'ai vu qu'ils cherchaient des candidats, j'ai pensé que ce serait une très bonne opportunité. Je travaille avec des plantes et l'an dernier, vu qu'il y avait une étude sur la nourriture réalisée dans cette base, j'avais même pensé à envoyer quelques plantes, mais c'était trop tard. Puis en octobre ou en septembre, j'ai vu l'appel à candidats sur Twitter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur la mission, puis postuler. Je travaille en tant qu'assistant de cours dans mon université, où des annonces comme celle-ci sont assez communes. Et quand j'ai entendu parler de HI-SEAS, j'ai pensé que ça collait très bien avec mon parcours. J'ai postulé pour la première mission, mais je n'ai pas été sélectionnée. Puis j'ai postulé pour la deuxième mission et me voici maintenant aujourd'hui. La NASA envoie à tous ses employés des informations journalières et j'ai vu un petit paragraphe sur l'étude. Comme beaucoup de nos technologies doivent être testées en environnement analogue, j'ai pensé que ce serait bien d'emmener un peu de nos recherches ici. Donc j'ai postulé. Dernière question. Est-ce que l'un de vous a déjà été dans le programme spatial ? Si ce que vous voulez savoir, c'est si on a déjà été dans un programme d'astronaute, la réponse est non, pas encore. Mais on a tous ici travaillé sur des projets liés à l'espace, à un moment ou à un autre de notre carrière. Alors parmi vos questions de la semaine dernière, il y en avait une qui était « Est-ce que j'ai vu des oiseaux ?» Alors, autour du volcan, autour du dôme, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. J'ai vu beaucoup de papillons et de petites mouches, mais des oiseaux, pas tant que ça. Une autre question, c'était est-ce qu'on a rencontré le gouverneur d'Hawaï ? Non, nous n'avons pas eu cette chance. Nous sommes arrivés à Hawaï, nous avons fait notre semaine d'entraînement et nous avons été enfermés dans le dôme directement. Vous me demandiez aussi si j'étais allée à Honolulu. Non, je ne suis pas encore allée à Honolulu parce que l'île sur laquelle je me trouve actuellement, c'est une île différente de celle où il y a Honolulu. Parce qu'il faut savoir que Hawaï, c'est un archipel d'îles. Il y a une petite dizaine d'îles.
5 îles principales et moi je suis sur la plus grosse île avec les volcans. Et donc oui, pour venir à Hawaï, j'ai pris l'avion. En bateau, ça aurait pris des mois et des mois. En avion, ça m'a pris 40 heures.